Africaines, Africains, je vous salue. Partagez ce programme. Un court bilan du grand congrès panafricain qui s'est tenu au Togo en notre présence et participation et une ouverture de perspective sur l'avenir immédiat des grandes luttes africaines de souveraineté. Vous êtes en exclusivité sur la page Facebook Franklin Nyamsi et je vous demande de partager massivement cette conversation. Soyez salués à travers le Mali où je suis arrivé hier soir venant du Togo. Soyez salués à travers l'Afrique continentale, à travers les diasporas africaines d'Europe, d'Asie, d'Amérique, des îles des océans Atlantique et Indien. Soyez salués. De même, soyez salués, eh bien, amis européens, américains, asiatiques de l'Afrique des libertés. Je reviens de la grande terre africaine du Togo, où j'ai été invité à participer au 9e congrès panafricain. Ce congrès a été l'occasion de la rencontre entre des personnalités politiques, des leaders d'opinion, des militants, des activistes panafricanistes, venus de tous les continents du monde, venus des terres africaines et des diasporas africaines, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe et même d'Asie, sans oublier les diasporas africaines des Caraïbes, qui étaient massivement représentées à ce congrès. Ce congrès ambitionnait de repenser le panafricanisme en tenant compte des défis du monde du XXIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé à Lomé entre le 8 et le 12 décembre 2025? Il s'est passé que des Africains venus du continent, venus des diasporas, se sont librement exprimés sur les aspirations, sur les projets, sur les perspectives du développement de l'idéal panafricain semé dès le 19e siècle par les pères fondateurs du panafricanisme, descendants des esclaves noirs d'Amérique du Nord. J'insiste sur le fait que tous les congressistes se sont exprimés librement. Je n'ai vu nulle part, tout au long du congrès, les autorités togolaises essayer d'imposer à quelqu'un ce qu'il avait à dire. Je n'ai eu connaissance à aucun moment d'une contrainte, d'une restriction à la liberté d'expression de qui que ce soit. C'est le premier témoignage que je veux porter. Deuxièmement, quels sont les grands acquis de ce congrès panafricain? Pour moi, ce congrès panafricain aboutira à sa cible si ce qui a été régulièrement évoqué par la plupart des intervenants est mis en œuvre par les dirigeants africains eux-mêmes. L'une des propositions phares de ce congrès, dont j'ai été moi-même l'un des porteurs, c'est la proposition de mettre en œuvre un passeport panafricain. D'autres l'ont appelé The Black Passport. Il s'agit d'un passeport qui serait délivré sans avoir besoin pour cela de quelques critères politiques ou de quelques critères individuels ou moraux à tous les citoyens africains d'origine et à tous les afro-descendants qui le souhaitent dans le monde. Et qui permettrait à tous les Africains du monde, à tous les Noirs du monde, de circuler librement dans tous les pays africains concernés. Imaginez ce que ça serait, un tel passeport, qui permettrait à toutes les populations africaines d'aller d'un pays africain à un autre, sans autre forme de procès, qui permettrait aux afro-descendants qui sont en Amérique du Nord, qui sont dans les îles caribéennes, les afro-descendants qui sont en Amérique latine, les afro-descendants qui sont en Europe, qui sont en Asie, qui sont dans l'océan Indien. Imaginez un passeport qui nous permettrait à tous de pouvoir nous déplacer librement dans notre mer terrestre, l'Afrique. Ça, c'est la décision la plus plébiscitée, c'est la décision la plus sollicitée, c'est la décision la plus souhaitée par tous les congressistes. Deuxième projet sur lequel les congressistes sont tombés massivement d'accord,
c'est d'accélérer la marche vers la construction de la monnaie unique africaine. Une seule monnaie pour tout le continent africain. Si on parvenait à générer, à décider, à instaurer une monnaie unique pour tout le continent africain, on créerait ainsi le plus immense, le plus puissant, le plus juteux marché financier de la planète Terre. Cette proposition, elle aussi, a eu l'agrément de l'ensemble des délégations participantes. Il y a une troisième idée dont pour ma part, je me suis fait le grand défenseur. J'ai dit qu'il y avait un panafricanisme géopolitique, géostratégique, c'est-à-dire un panafricanisme portrait grandeur nature. Un panafricanisme qui vise, pour ainsi dire, le plan macroscopique. Mais qu'il fallait appliquer aussi un panafricanisme de proximité. Et qu'est-ce que j'entends par panafricanisme de proximité? Un panafricanisme du respect des droits humains. J'ai élaboré et défendu la théorie de ce panafricanisme de proximité, ce panafricanisme microscopique, en indiquant que nous devons veiller à ce que dans aucun de nos pays, les 5 lieux de fragilité suivants ne soient frappés par l'injustice. Si l'on reconnaît que la civilisation africaine a pour unité de référence le concept de Maat, qui signifie vérité, justice et solidarité, j'ai dit et redit partout où j'ai pris la parole au Togo qu'il faudrait alors que dans chacun de nos pays, il y ait 5 lieux qui soient exemplaires en termes de vérité, de justice et de solidarité. Quels sont ces lieux? La famille. Les valeurs qui sont transmises aux enfants doivent être ces valeurs de vérité, de justice et de solidarité, qui sont les marques sublimes de l'identité africaine. Il y a un deuxième lieu où on doit appliquer les valeurs de vérité, de justice et de solidarité. J'ai cité l'école. L'école doit transmettre à tous les enfants d'une génération les savoirs nécessaires à leur épanouissement et à leur participation à l'œuvre de création continuée de la vie. On doit veiller à ce qu'aucun enfant ne soit privé de l'éducation, de la formation nécessaire à son épanouissement. J'ai cité un troisième lieu où on doit vérifier que nous sommes des sociétés authentiquement humaines. Ce troisième lieu, c'est la prison. J'ai dit et redit partout au Togo qu'on doit veiller dans tous les pays africains à ce que ne se retrouvent en prison que ceux qui ont véritablement commis des infractions. On doit veiller à libérer de toutes les prisons ceux qui n'ont pas commis des infractions à la loi. J'ai dit qu'il y avait un quatrième lieu où on vérifie l'humanité d'une société, c'est le tribunal. On doit veiller à ce que les magistrats soient justes, que les magistrats ne soient pas corrompus et que ceux qui sont sanctionnés ne soient pas simplement punis par les plus puissants de l'heure. Aucune république panafricaine vivant et promouvant l'injustice ne peut se prétendre humaine. J'ai cité un cinquième lieu dans lequel on doit vérifier qu'un pays africain est authentiquement humain et participe à ce que j'appelle le panafricanisme de proximité. Ce cinquième lieu est, je dis, c'est l'hôpital. Un pays authentiquement humain soigne ses populations les plus vulnérables, privilégie le soin aux plus faibles, le soin aux pauvres, à l'orphelin, au vieillard, à la femme, le soin à l'enfant, à l'étranger. Un pays qui ne soigne pas, eh bien, ses habitants les plus vulnérables n'est pas humain. C'est ce que j'ai appelé la théorie des 5 lieux de la vulnérabilité, la théorie des 5 lieux de l'humanité. Vous avez bien compris que cette théorie du panafricanisme de proximité, dont j'ai fait le cœur d'une partie d'ailleurs de mon exposé magistral à l'université de Lomé le 10 décembre 2025, cette théorie était une invitation et demeure une invitation à l'ensemble des dirigeants africains, pas seulement les dirigeants togolais. Moi qui viens du Cameroun, mon pays natal, où le mépris du droit humain est une tradition funeste installée depuis plus de 60 ans, c'est une invitation ferme que j'ai renouvelée, que j'ai faite
partout où j'ai pu passer, eh bien, au Togo, à rendre leur liberté, à rendre leur dignité aux personnes qui ne méritent pas la sanction de l'État et à hâter les travaux de la réconciliation, de la paix et de la justice. Il n'y a pas de panafricanisme grand format s'il n'y a pas de panafricanisme petit format. Et il n'y a pas de grande nation panafricaine qui se contente de participer aux grandes œuvres continentales et qui, en son sein, ne prennent pas soin des siens avec toute la plus grande attention. Toutes les religions disent que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. C'est ce message que j'ai porté. Le texte de ma conférence, eh bien, sera d'ailleurs publié sous la forme d'une œuvre intitulée « Le panafricanisme comme métaphysique du monde multipolaire ». Vous y trouverez la théorie des 5 lieux où on vérifie qu'un pays est humain. Devant plus de 1000 étudiants rassemblés à l'université de Lomé au Togo, j'ai posé cette théorie en 5 points et je leur ai demandé de mener une enquête sur tous les pays du continent pour voir s'il y a un pays de ce continent où les familles sont désagrégées et abandonnées à elles-mêmes. Ce n'est pas un pays humain. C'est un pays inhumain et même infrahumain. S'il y a un pays de ce continent où les enfants de toutes les générations ne reçoivent pas la meilleure éducation, la meilleure des formations, sachez que ce n'est pas un pays humain, c'est un pays inhumain, malgré toutes les belles déclarations des dirigeants. S'il y a un pays dans ce continent où des innocents sont en prison, où des gens qui n'ont pas commis des infractions évidentes à la loi sont arrêtés et maltraités, sachez que ce pays est un pays inhumain. Ce n'est pas un pays humain, c'est un pays infrahumain. Vous retrouverez cette séquence dans la conférence que j'ai donnée. S'il y a un pays où au tribunal, des magistrats corrompus condamnent des innocents et protègent des méchants puissants, sachez que ce pays n'est pas humain. Ce pays est inhumain. Ce pays est infrahumain. S'il y a un pays où eh bien, l'hôpital n'héberge pas les plus vulnérables, sachez que ce pays est inhumain, ce pays est infrahumain, ce pays n'est pas humain. J'ai délivré ce message fort en présence des autorités togolaises qui m'ont permis de m'exprimer dans leur territoire. Je l'ai délivré en présence de plusieurs autorités de plusieurs pays. Il y avait des vice-présidents de pays latino-américains qui étaient là. Il y avait les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel qui étaient là. Leurs excellences, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, était présent à cette conférence magistrale qui est disponible sur les réseaux sociaux. Le ministre Bakari Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères du Niger, était là. Le ministre Jean Karamoko, qui n'a pas pu assister à la conférence certes, mais qui était au nom du Burkina Faso aux travaux, a eu l'occasion d'apprécier la contribution de votre serviteur. Nous avons défendu la cause de tous les persécutés africains au Congrès panafricain et les actes du colloque, les actes de ce congrès en témoigneront pour toujours, tout comme la publication de nos vidéoconférences, de nos interventions. À l'occasion de ce séjour, j'ai délivré une dizaine d'interviews à la presse panafricaine. Je me suis exprimé sur la radio-télévision togolaise. Je me suis exprimé sur Radio Lomé. Je me suis exprimé dans la presse écrite togolaise. Je me suis exprimé sur Afrique Média. Je me suis exprimé sur plusieurs autres médias dont je n'ai même pas gardé conscience des noms, tellement les sollicitations étaient fortes. À chaque fois, j'ai, matraqué ce message. L'appel au panafricanisme de proximité, avec les 3 propositions phares que je viens de vous dire. Le passeport panafricain, première proposition phare. La monnaie unique panafricaine, deuxième proposition phare. Et 3e proposition phare, le panafricanisme de proximité. La fin de la persécution des innocents dans tous nos pays. Le fait est que, malgré l'évidence de ce fait, de notre contribution magistrale à éclairer de nos modestes lumières les travaux de ce congrès, un certain nombre d'imbéciles, aigris, jaloux, ignorants, méchants, gratuitement méchants, petits d'esprit,
ont tenté de se répandre sur les réseaux sociaux pour prétendre que notre participation à ce congrès aurait été placée sous le signe de l'oubli des prisonniers politiques, de l'oubli des persécutés, de l'oubli des souffrants. Oh menteur, oh misérable menteur, oh misérable lâche, vous auriez dû en réalité effacer toutes nos interventions pendant ce congrès panafricain avant de venir proférer un tel mensonge. Je demande à ma jeune camarade Adrienne Kala de procéder au recoupement de toutes les séquences vidéo et télé de l'intervention de votre serviteur en faveur des prisonniers politiques, non seulement dans toute l'Afrique, mais également au Togo, pendant ce séjour. Je ne voudrais pas ici rendre compte de mes conversations personnelles avec les autorités togolaises que j'ai rencontrées. Par respect pour elles, je n'ai pas à vous en rendre compte ici. Mais je voudrais simplement que l'ensemble des interventions publiques en faveur des droits humains, des Africains en général, des Togolais en particulier que j'ai faites, soient rassemblés pour définitivement boucher un coin à ces vilains petits menteurs qui ont prétendu que moi j'avais abandonné le peuple togolais, que j'étais allé au congrès panafricain, flatter les dirigeants togolais et leur dire uniquement ce qu'ils veulent entendre. Vous êtes des menteurs, vous êtes de gros voyous, des voyelles et des lâches. Tous ceux qui de près ou de loin ont voulu prétendre que je n'ai pas parlé pour notre peuple. J'ai parlé pour le peuple togolais. J'ai parlé pour le peuple africain. Il n'y a pas qu'au Togo que les gens souffrent. Et je ne suis pas le seul à avoir pris la parole en ce sens. J'ai pour moi les faits de toutes les vidéos de mes interventions au Togo qui parlent pour moi. Et j'ai des témoins qui étaient à mes côtés. Je salue ici Maître Corinne Jeanne Eléa Tangan, secrétaire général des Lions et Lions Indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, qui en sa qualité d'avocate de l'Institut de l'Afrique des Libertés et elle-même militante panafricaniste, a effectué ce déplacement, invitée par les autorités togolaises à participer à ce colloque, notre avocate panafricaine de la place de Londres. Maître Corinne Jeanne Eléa Tangan est sur Facebook et je crois d'ailleurs voir qu'elle est sur ce direct. Elle pourra elle aussi vous donner un témoignage vivant de ce que nous avons dit, de ce que nous avons fait. Nous n'avons pas à en pâlir le moins du monde de honte. Au contraire, nous avons été plus courageux que ces lâches qui planquaient dans les pays à l'étranger. Eh bien, nous demandent à nous de faire ce qu'ils sont incapables de faire, même un quart. Ces lâches qui n'ont pas eu le courage, alors qu'on les a invités, eh bien, ils n'ont pas eu le courage de venir et qui se mettent très loin du front, à partir duquel ils disent aux autres ce qu'ils doivent dire. Écoutez, moi, Franklin Nyamsi au Cameroun, s'il y a un congrès panafricain au Cameroun, et que les autorités de mon pays natal, les autorités de fait de mon pays natal, de l'autocratie de M. Biya m'invitent à venir m'exprimer au congrès panafricain au Cameroun, je viendrai. Vous savez, sous le régime de Paul Biya, qui m'empêche depuis 2019 de rentrer au Cameroun, il m'est arrivé de rentrer au Cameroun. Chaque fois que les autorités m'en faisaient l'accord, c'est parce que ils ne m'ont pas renouvelé mon passeport camerounais, ils ont refusé de me laisser rentrer depuis 2019, que je ne suis pas allé chez moi. J'irai chez moi quand les autorités me laisseront circuler. D'accord? Moi, j'ai été au Cameroun en 2006, j'ai été au Cameroun en 2015, j'ai été au Cameroun en 2018. À chaque fois parce que le régime de M. Biya m'en a accordé la latitude. Et je suis allé à chaque fois au Cameroun m'exprimer à l'occasion de rencontres internationales. Je me suis exprimé à la radio-télévision, je me suis exprimé sur les chaînes, je me suis exprimé dans les médias. J'étais en 2015 au Cameroun dans un grand colloque du Sisiba, un grand colloque au Palais des Congrès à Yaoundé. Je me suis exprimé et j'y ai dit les vérités sublimes qui de toutes les façons constituent mon sacerdoce. Quel que soit le pays africain où l'on m'invite et où les conditions de sécurité me sont garanties, je viendrai m'exprimer, peu importe la nature même de mes relations avec les dirigeants. Ce sont les conditions précisément d'expansion de la pensée panafricaniste. Là où des panafricains de toute extraction sont rassemblés, là où les grands ministres de la diplomatie du Burkina, du Mali ou du Niger viennent, quel est l'individu qui prétend être plus panafricaniste que... Qui est plus panafricaniste aujourd'hui que le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Brésil,
Cuba, le Venezuela, hein, la Colombie se déplacent pour venir parler du monde africain au Togo. Qui es-tu, petit individu, pour prétendre que celui qui va là-bas est un traître? Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, est-il un traître? La vice-présidente de la Colombie est-elle un traître? Le ministre de la Culture du Brésil est-il un traître? Les représentants de Cuba et du Venezuela sont-ils des traîtres? Le ministre des Affaires étrangères du Niger, son Excellence Bakary Yahou Sangaré, qui est venu participer à notre conférence à l'université de Lomé, est-il un traître? Pour qui vous vous prenez là sur les réseaux sociaux? Si ce n'est en réalité des minus qui sont des grenouilles qui se prennent pour plus grosses qu'un bœuf. Vous dites qu'ils sont des traîtres. Jean Karamoko, chef de la diplomatie burkinabé, qui est venu participer au colloque, c'est un traître. Quels sont vos états de service même en matière de panafricanisme? Quels sont vos états de service pour vous permettre de juger? Vous vous placez d'où? Moi j'ai 53 ans, mon engagement dans la dynamique panafricaine et dans la révolution africaine, il date de mes 18 ans. Beaucoup d'entre vous n'avaient même pas, alors qu'ils ont mon âge, envisagé de commencer à faire de la politique. Nous étions tous sur la terre là. Quand nous, à 19 ans, à 20 ans, à 21 ans, on était déjà dans le syndicalisme à l'université. Vous étiez là, vous avez 50 ans et plus comme nous autres. Vous ne foutiez rien. Ce sont ces 15 dernières années que vous avez émergé sur les réseaux sociaux. Et des enfants que nous avons vus naître se mettent à nous dire « Moi, je n'irai pas au congrès de Lomé » et à tenter de nous livrer à la vindicte populaire. Vous pensez que ça m'impressionne? Oui, parce que je voudrais répondre à ceux qui pensaient que... Parce qu'ils m'ont menacé de mort. Ils ont dit qu'on allait m'empoisonner au Togo, que dès que j'allais mettre les pieds au Togo, j'allais m'évanouir. Les fétiches m'attendaient. Wallahi, je suis arrivé au Togo, je n'ai pas vu vos fétiches. Hein. Il n'y a rien eu. Il n'y a même pas eu l'ombre d'un caillou. Même un petit caillou n'a pas flotté dans l'air au Togo. Voici des gens qui m'ont dit, hey, le 8 décembre, quand tu vas atterrir à l'aéroport de Lomé, il y aura une manifestation monstre contre toi. Je n'ai rien vu. Vous êtes une bande de lâches et de nullards, vous qui avez dit ça. Vous auriez quand même dû au moins organiser une manifestationnette. Moi, je n'ai rencontré sur mon chemin que des Togolais émus, heureux, y compris des Togolais de l'opposition togolaise. Je tiens à vous dire que des membres de l'opposition togolaise étaient au Congrès. Beaucoup sont venus me voir pour me rappeler qu'ils souhaitaient que j'insiste sur la question des prisonniers politiques. Et je leur ai dit, c'est ce que je fais. Beaucoup de mes frères et sœurs de l'opposition togolaise sont venus à ma rencontre à l'hôtel du 2 février où j'étais logé pour me réitérer leur admiration face à mon courage en disant, prof, on pensait que vous n'alliez pas parler de ça. Honnêtement, on vous demande pardon parce que vous avez eu le courage d'en parler mieux que nous. Nous-mêmes, on ne peut pas en parler. Comme vous en parlez, vous êtes au moins protégé par le fait que vous êtes connu et que le Togo vous a invité. Les autorités togolaises ont intérêt à ce que ça se passe bien pour vous, puisque ce sont elles qui ont engagé leur honneur dans cette affaire. J'ai parlé des prisonniers politiques devant la presse togolaise. J'ai parlé des prisonniers politiques. Eh bien, devant les étudiants et la direction de l'université togolaise, j'ai parlé de tous les prisonniers politiques africains. C'était un congrès panafricain. Mais enfin, il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. J'ai salué le fait que l'actuel gouvernement togolais ait participé à défendre la révolution panafricaine de l'AES. Et c'est cela qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Contrairement aux gros menteurs, aux petits voyous qui circulent sur les réseaux sociaux et qui ne se donnent même pas la peine de procéder à une étude géopolitique et géostratégique de l'état du continent. Est-ce que vous savez que sans le Togo là, le Mali, le Burkina Faso et le Niger auraient été effectivement agressés ouvertement par la CEDEAO, soutenus par les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux? Est-ce que vous savez que si le Togo n'avait pas permis que le port de Lomé soit ouvert au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ces pays seraient aujourd'hui enclavés sans littoral? Vous n'avez même pas honte de ne pas reconnaître des faits qui sont sous vos yeux? Vous pensez que l'uranium du Niger est sorti par où pour aller au marché international et pour que le peuple nigérien vive? Vous pensez que les richesses des pays sans littoral, là, elles sont en train d'aller sur le marché international comment? Vous n'avez même pas pitié de nos peuples
qui sont menacés par les néocolonialistes français, planqués au Bénin, planqués en Côte d'Ivoire, planqués en Mauritanie, planqués au Sénégal, planqués en Algérie, pour nous agresser. Vous n'avez même pas honte. On peut critiquer le président Faure Gnassingbé pour sa politique nationale, sa politique intérieure, pour le fait que la réconciliation avec ses frères, la réconciliation avec les persécutés de son pays n'est pas parachevée. Mais il faut reconnaître que cet homme a eu le courage de ne pas participer à la destruction de l'AES par la CEDEAO. Il a eu le courage de commencer à revoir sa géopolitique, sa géostratégie, en se rapprochant de l'AES, en se rapprochant de la Fédération de Russie. Il a bien compris que c'est l'OTAN qui est derrière Al-Qaïda et l'État islamique, que ceux qui ont tué les soldats togolais dans la partie nord du Togo sont exactement ceux qui tuent au Mali, qui tuent au Burkina, qui tuent au Niger, qui tuent au Nigeria, qui tuent au Bénin, qui tuent au Cameroun. Le président Faure Gnassingbé l'a fait. Et même si on n'est pas d'accord avec lui en matière de politique nationale, il faut lui reconnaître le courage et la lucidité géopolitique dont il a fait preuve. Et c'est cela la fonction des intellectuels critiques. On ne fait pas de la critique politique pour ne pas que les gens évoluent. On fait pour qu'ils évoluent, pour qu'ils changent. On fait de la critique politique pour que les gens s'améliorent. Les gens, ils sont assis. Il y a des peuples qui sont menacés de destruction totale. Et ils ne se rendent même pas compte que d'un point de vue géopolitique et géostratégique, mais le Togo est devenu un État vital. Il est devenu un État vital pour la révolution africaine. Il est devenu un État vital pour la révolution africaine en raison de son positionnement par rapport à l'AES. Et ça sont des faits. C'est pas parce que tu es aigri dans ton petit coin, tu es en colère dans ton petit coin, que cette vérité n'existe pas. Elle existe. Elle existe. Donc, un intellectuel politique, c'est quelqu'un qui mène une critique raisonnable, une critique maîtrisée, une critique déterminée et courageuse, mais qui note les évolutions, qui note les changements, qui note les progrès. C'est ça un intellectuel politique. Alors, il y a des niais, il est assis en Allemagne, il est assis en Angleterre, il n'a même pas eu le courage de venir au Togo comme moi. Et il veut me dicter ce que j'ai à dire. C'est vous qui m'avez envoyé au Togo ? C'est vous qui m'avez décidé à venir au Togo ou c'est de ma libre et seule volonté? C'est vous qui ordonnez mes déplacements? C'est juste incroyable. Et puis, ils me disent, si tu viens au Togo, on va te tuer, on va te blesser, on va faire ceci, on va faire cela. Je suis venu au Togo, je n'ai vu aucun d'entre vous. Je n'ai vu que des Togolais reconnaissants, y compris des militants togolais de l'opposition, qui sont venus me voir, sont venus me saluer. Ils sont venus me saluer et me féliciter. Quand j'ai pris la parole à l'université de Lomé, le 10 décembre, la première chose que j'ai dite, c'est que je remercie les autorités togolaises de me permettre de m'exprimer ici, moi qui suis l'un des plus redoutables critiques du régime du Togo. C'est par là que j'ai commencé la conférence à l'université. Ce régime a eu le courage de permettre que quelqu'un qui le critique s'exprime sur son sol. Bon, allez dans les autres pays là. Je connais des panafricanistes qui vont au Cameroun tenir des conférences avec le soutien des autorités camerounaises. Je ne leur ai jamais fait de procès pour ça. Je connais des panafricanistes qui vont en République démocratique du Congo, chez Tshisekedi, l'esclave de l'OTAN, qui est en train de partager son pays avec le Rwanda, l'Ouganda, l'Union européenne et les États-Unis. Ils s'en vont là-bas, ils se font même donner des grades par le pouvoir en place, qui n'est pas un pouvoir panafricaniste. Je n'ai jamais fait de procès là-dessus. Parce que les gens sont libres, les Africains sont libres d'aller partout en Afrique. Laissez les Africains aller partout en Afrique, en fonction de leurs possibilités. Il n'y a aucun pays africain qui soit interdit à un Africain si on est panafricaniste. On doit pouvoir aller partout. Et chaque fois que vous allez quelque part, vous vous exprimez en fonction de l'environnement, en fonction des circonstances, non pas en fonction des aboiements, des jappements, des chacals, qui, quant à eux, n'ont pris aucun risque et qui sont assis tranquillement derrière leur machine actuellement en train de formuler des critiques. Prends ton avion, va au Cameroun parler. Va en Côte d'Ivoire parler. Prends ton avion, va au Sénégal parler. Va en République démocratique du Congo parler. Tu aurais pu prendre ton avion, venir au Togo parler. Toi qui es assis et qui distribue les bons et les mauvais points. Qu'est-ce qui t'a empêché de venir au Togo? Le visa togolais là, ça se demande sur Internet. Le visa togolais se demande sur Internet.
Il ne coûte pas la peau des fesses, le visa togolais. La procédure est rapide. En 4 jours, tu as ton visa, tu vas au Togo. Tu vas là-bas et tu parles. Ce n'est pas à toi de me dicter, mon cher Minus, comment je dois m'exprimer. Je m'exprime en me servant de ma sapience, en me servant de mon expérience et de mon sens des responsabilités. Et j'ai entièrement accompli mon devoir au Togo. Entièrement accompli mon devoir. Et je me réjouis de pouvoir y retourner dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, participer à la formation des jeunes dans le cadre de l'université de Lomé. Je propose à plusieurs universités africaines d'ouvrir un séminaire qu'on pourrait appeler séminaire d'études panafricaines pour les étudiants de première en troisième année. Ce serait un séminaire transversal, car il nous faut donner un minimum de bagages, de connaissances, de l'histoire du mouvement panafricain à tous les jeunes d'une génération. Dans le cadre de ce séminaire d'études panafricaines, je reviendrai régulièrement, désormais au Togo, comme je viens et séjourne régulièrement chez moi ici au Mali, au Burkina Faso, au Niger, tous les pays qui souhaiteront que je vienne délivrer ce séminaire d'études panafricaines, eh bien, je serai à leur disposition. Je sais ce que j'ai à faire pour l'Afrique. Je sais ce que j'ai à apporter pour l'Afrique. Je sais ce que j'ai à partager. Que nul ne s'aventure à croire qu'il peut me dicter ma conduite, qu'il peut me dicter mes pas. Car mes pas, je les mûris, je les anticipe et je les assume. Donc voilà vraiment une réaction à chaud. Je suis rentré de Lomé hier vers Bamako. Bamako, qui vous le savez, se prépare à un très grand sommet, le sommet des 3 chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, entre les 22 et les 23 décembre 2025. Le sommet de l'albinos noir. Moi, je ne voulais pas louper ce sommet-là. Donc, je suis rentré au pays, à Bamako, où je vais rester pratiquement jusqu'à la fin de ce mois de décembre. Amis maliennes, maliens, je suis là. Je suis dans la capitale de l'Afrique des libertés, Bamako, et je suis là pour voir les merveilles de l'albinos noir. Les présidents Goïta, Traoré et Tiani nous promettent des lendemains lumineux. Et tous les attentats contre le Mali, toutes les tentatives d'asphyxier le Mali, toutes ces tentatives, tous ces attentats-là ont pour but d'empêcher l'évolution de cette sous-région vers la souveraineté monétaire. Cette sous-région qui est en lutte pour sa souveraineté territoriale et sécuritaire, pour sa souveraineté culturelle et spirituelle, on veut absolument empêcher la naissance de la monnaie sahélienne. Or, cette monnaie naîtra. Cette monnaie naîtra. Cette monnaie naîtra. Et bismillah, au nom de Dieu. Et oui, au nom de Dieu, cette monnaie naîtra. Montez, descendez. L'idéal panafricain s'incarnera. Je suis à la maison. Je suis au village. Et je tiens une fois de plus à remercier le peuple et les autorités du Togo pour l'accueil chaleureux et fraternel qui a été réservé à ma modeste personne et à la délégation de l'Institut de l'Afrique des Libertés que je conduisais. Je leur dis Akpelo Kaka, Akpe Kaka Lo, Akpelo Kaka, Akpe Kaka Lo. Et à bientôt. Une fois de plus, notre espoir est que toutes les résolutions du Congrès soient mises en œuvre par nos dirigeants. Donnez-nous un passeport panafricain. Épargnez-nous les humiliations des autres pays du monde. Donnez-nous un passeport panafricain. Chers dirigeants, permettez-nous de circuler librement dans tous les pays africains. Donnez-nous une monnaie unique africaine, chers dirigeants. À défaut de cela, commençons par les monnaies uniques régionales souveraines, flexibles et libres. Et enfin, troisième message fort, chers dirigeants, s'il vous plaît, desserrez l'étau sur les libertés. Acceptez que soient libérés tous ceux qui sont en prison pour leurs opinions politiques. Tous ceux qui sont en prison pour n'avoir pas pensé comme le dirigeant du lieu. Que tous les prisonniers politiques africains soient libérés. Ça fait partie des recommandations que votre serviteur a régulièrement formulées. Et j'espère que vous partagez ces recommandations avec moi. Et elles ne s'appliquent pas qu'aux dirigeants du Togo, elles s'appliquent à tous les pays africains où des innocents sont en prison. Voilà la vérité. Je vous souhaite à présent
un excellent début de week-end et nous nous retrouverons plus tard le soir pour les programmes traditionnels et multi-thématiques du serviteur de l'Afrique des libertés depuis l'Institut de l'Afrique des libertés à Bamako. Soyez bénis. Merci à celles et ceux qui ont partagé ce message. Cette conférence sera rediffusée plus tard sur Franklin Nyamsiwa Cameroun, eh bien, YouTube. Et d'ores et déjà, j'espère qu'elle apporte un baume de clarification aux esprits qui étaient hésitants et une réponse fulgurante aux petits malappris qui font dans l'intoxication, le mensonge, la propagande, l'aigreur. Ce n'est pas de notre faute si vous n'êtes pas venu au Congrès. Ce n'est pas de notre faute si c'est nous qui avons été écoutés au Congrès. C'est juste que vous n'aviez pas le niveau du Congrès. Vous n'étiez pas à la dimension du Congrès. C'est pour ça que vous n'êtes pas venu. Il y avait là-bas des gens infiniment plus valables que vous tous rassemblés. Il y avait là-bas des gens crédibles, sérieux. C'était du lourd. À Lomé, là, c'était du lourd. Hein? Les Nyamorodé, les Batradé, là, les Dangadé, il n'y en avait pas là-bas. Il n'y en avait pas. C'était un congrès succulent. La vérité coulait de toutes les bouches. Allez écouter les allocutions. Et je dis et je redis que les autorités togolaises n'ont dicté à personne ce qu'il avait à dire. Nous nous sommes exprimés librement. Hein? Les jaloux là, vous allez mourir dans votre aigreur. Et oui, job. Merci à toutes et à tous.